on va passer directement à la suite puisque le temps file. On a beaucoup de choses encore à se dire. Donc je vais inviter Leslie Boutsock-Delay à me rejoindre sur scène, à prendre un micro pour cette deuxième intervention, ce témoignage autour de entrepreneuse et chercheuse, c'est possible. Leslie Boutsock-Delay, qui est professeure des universités et porteuse du projet NADEX. Bonjour Leslie, je vous en prie, asseyez-vous. Ça fonctionne? Oui, c'est bon, c'est super. Marche. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Si je peux contribuer un tout petit peu, on C'est verra. super, mais oui, on en est sûr même, parce que vous avez une histoire très intéressante et on va essayer de l'explorer ensemble pour ces 10 prochaines minutes. Je voulais commencer tout simplement à... Voilà, prenez le temps de vous asseoir. Et pour ceux d'Orléans, on vous salue encore une fois. Merci d'être en live pour nous suivre sur ce témoignage numéro 2. Donc du coup, je dirais simplement que, pour reprendre, vous êtes professeur des universités et porteuse d'un projet qui s'appelle NADEX. On va en parler plus en détail. C'est ça. Je voulais commencer tout simplement par reprendre 2 choses d'abord, pour un peu mieux vous connaître. C'est tout d'abord, vous avez fait des études en pharmacie. C'est ça. Et vous menez aujourd'hui des recherches dans un laboratoire de pharmacognosie. Exactement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est et ce que vous faites du coup un peu plus dans votre laboratoire ? Ok, alors la pharmacognosie, c'est un mot un peu barbare pour dire qu'on fait de la chimie des substances naturelles. Donc en gros, moi je fais de la chimie, mais je fais de la chimie où je fais travailler les plantes pour moi, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans les végétaux des molécules d'intérêt bioactives pour la pharmacie, la cosmétique, l'agroalimentaire. Et moi, je suis encore plus spécialisée dans le volet de cette chimie des substances naturelles en développement de procédés, c'est-à-dire de moyens d'aller chercher ces molécules de façon propre, sélective et sûre. Et ces dernières années, on a vraiment pris un virage très important au sein de mon équipe sur le développement durable et intégrer toutes ces problématiques de durabilité, de renouvelable dans nos problématiques de recherche. Donc, du coup, vous avez eu une carrière aussi dans l'industrie avant Un petit passage industriel. Donc, j'ai eu la chance, pendant mon doctorat, de travailler sur des problématiques pharmaceutiques et j'ai poursuivi ce travail dans l'industrie pharmaceutique en Suisse, dans la société Lonza, où je travaillais sur la purification de peptides d'intérêt pharmaceutique. Et puis, pendant ce postdoc, j'ai aussi passé les concours et j'ai été recrutée à Tours. Donc, j'ai interrompu le postdoc. J'ai fait le contraire. Je suis partie de la Suisse pour revenir en France. Voilà. Et pour revenir aussi dans la recherche, parce qu'aujourd'hui, vous dirigez un laboratoire dans une université. Alors, je dirige une thématique dans un laboratoire. Mon directeur de laboratoire, c'est Jérôme Thibonnet. Donc, c'est le laboratoire Simba. Donc, c'est un laboratoire purement universitaire, un pur produit de l'université de Tours, où on travaille vraiment sur la recherche de nouvelles molécules par synthèse ou par extraction pour développer des médicaments plutôt en infectiologie, en cancérologie ou pour la cosméto. Vous m'aviez dit qu'il y a eu dans votre parcours un premier petit déclic lors d'une conférence avec un nom portant un cocktail. Par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. Ce n'est pas l'origine du projet NADEX, on va en parler juste après, mais ça vous a amené à où vous êtes aujourd'hui. C'est ça, donc pendant un congrès où j'ai eu la chance d'assister à New York, il y avait une très grande conférence, une première conférence sur ces types de solvants verts qu'on le développe, qui s'appelait « How to make the best caipirinha ». C'était une conférence sur comment faire la meilleure caipirinha possible et qui nous expliquait qu'en fait, il fallait utiliser des sucres. Certains sucres, c'est un mélange entre les sucres et les acides citriques pour faire des nouveaux solvants, pour extraire un maximum d'arômes et pour avoir le cocktail le meilleur possible. Et c'était vraiment une conférence intéressante, passionnante et qui avait drainé beaucoup de public sur ce congrès international puisque tout le monde voulait voir ce qui se cachait derrière ce nom. Et c'est de là qu'est né le déclic pour cette thématique. Et donc, du coup, ça vous a mené jusqu'à mener des études sur une thématique de recherche qui est comment on peut extraire certaines molécules compliquées. C'est ça, exactement. Et arrive alors le projet NADEX. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'origine de ce projet ? Alors, à l'origine de ce projet, c'est 2 choses. Déjà, un partenariat avec un industriel qui travaille sur la production de biomasse de microalgues.
et qui cherchait des voies de valorisation. Et en regardant un peu ce qu'ils produisaient, beaucoup de monde s'intéressait à la partie des molécules solubles dans l'eau, on va dire, de ces microalgues. Et nous, on s'est intéressé au volet des molécules qui sont plutôt lipophiles, c'est-à-dire les lipides typiquement, mais pas pour faire du biocarburant, pour faire des molécules à haute valeur ajoutée. Et on s'est dit, ça serait bien d'aller les chercher, mais de façon durable et verte. Et en fait, il y a très peu d'alternatives pour aller chercher ce type de molécules. Et je me suis dit, ce type de solvants, les solvants qu'on appelle eutectiques, que j'avais vus à New York, ça pourrait être intéressant. Et je me suis confrontée aussi à cette deuxième problématique, qu'il y en avait très peu pour ces molécules apolaires. Donc je me suis dit, il y a un filon à creuser, donc on s'est lancé dedans. Et on a commencé par proposer ce projet à l'industriel qui a dit OK. Donc on a répondu à un appel à projet dans le cadre de la RD Cosmétosciences. Donc Cosmétosciences a financé 50% du projet, l'industriel également, c'était à part égale. Et on a eu des résultats qui étaient très prometteurs, qu'on a pu soumettre ensuite à l'agence, à l'ANR, à l'agence de la recherche. Donc j'étais encore jeune chercheur à cette époque, parce que pour l'ANR, il faut 10 ans après la thèse, donc c'était encore dans les clous. Alors pour une fois, on a un petit avantage, mesdames, parce que les congés maternité rajoutent des années supplémentaires par rapport à messieurs. Bon, ça va peut-être changer s'il y a plus de congés paternité aussi, on verra. Mais du coup, j'étais encore dans les clous et j'ai décroché cette ANR Jeune Chercheur pour essayer de développer cette nouvelle alternative pour aller valoriser ces biomasses et notamment ces biomasses microalgales qui sont des ressources renouvelables d'énormément de métabolites d'intérêt pour beaucoup de secteurs. Donc aussi bien l'alimentation que le pharmaceutique ou la cosmétique. Donc c'est vraiment une extension de votre travail à la base de laboratoire qui est ça. Mieux extraire ces molécules qui n'étaient pas trop dans le collimateur des plus grands, si je peux dire. Parce que difficile à aller chercher justement. Et c'est également des compétences du coup. C'est ça. C'est des compétences. Alors moi, j'ai toujours été travailler sur le procédé, essayer de trouver des procédés les plus efficaces possibles avec des nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance, on va dire, dans mon labo, on n'est pas très conventionnel, c'est-à-dire qu'on voit une technologie qui n'est pas du tout faite pour ce qu'on veut faire, et puis on se dit, tiens, si on essayait de détourner un petit peu, et on essaye de chercher un peu comme ça, on a un peu ouvert. Et ça naît aussi beaucoup de discussions, j'ai beaucoup de relations, de projets qui sont multidisciplinaires. Et certains procédés qu'on développe actuellement, c'est né de discussions que j'ai eues avec ma collègue, notamment en formulation, le professeur Émilie Munier, de l'équipe NMNS de Tours, où on travaille beaucoup là-dessus sur la cosméto, et elle m'a présenté des choses qu'ils utilisaient pour faire de la formulation, et je me suis dit, tiens, pour mes solvants, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, c'est des synergies vraiment. Oui, c'est ça, c'est ce temps de recul aussi que vous avez au laboratoire, c'est qui mène directement à. C'est la parfaite transition. C'est parce que du coup, vous avez une petite équipe universitaire. C'est quoi l'avantage d'être une petite équipe universitaire face à certains géants de l'industrie par rapport à l'innovation notamment? Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Alors l'avantage principal, alors là on va retomber sur le nerf de la guerre qui est le financement. Alors je ne veux offenser personne auprès des grands instituts, néanmoins les industriels, quand on discute avec eux, puisque c'est beaucoup l'industrie, c'est important le partenariat avec l'industrie si on veut faire de l'innovation et de la deep tech. Quand on discute avec ces partenaires-là, la première chose qu'ils nous demandent, c'est si on est une équipe labellisée ou non, INRAE, INSERM, CNRS. En général, on a toujours un petit peu cette tendance à dire bah non, en se disant mais on est bon quand même, mais on n'est pas labellisé. Et ils nous disent ah non, mais c'est un avantage puisque pour vous, c'est beaucoup plus simple de travailler avec des équipes universitaires. On n'a pas à gérer tous ces problèmes de services de valorisation de l'INRA, l'INSERM, le CNRS, qui sont des fois des gens un petit peu compliqué à gérer, on va dire. Alors que... c'est plus activable rapidement, c'est ça? Vous êtes mobilisable? Plus fluide, plus mobile, plus agile. On va dire que notre service Valo, en tout cas à l'Université de Tours, a bonne presse auprès de nos partenaires et ils sont très satisfaits de ces services. Et les interactions sont plus simples. C'est beaucoup plus rigide quand on a un grand opérateur de la recherche qui est aussi aux commandes. Il y a un avantage aussi peut-être à explorer ces sujets un peu de niche, parce que de ce que j'entends, vous êtes quand même dans une thématique qui n'est pas trop explorée dans ce monde-là. Ça, c'est un peu la question de la survie de la petite équipe. Quand on a une petite équipe, il faut survivre, il faut dimensionner par rapport à ses besoins et à ses moyens surtout. Et on ne peut pas rivaliser avec des grands instituts qui ont accès à des très grands appareillages. Il faut trouver une particularité, une spécificité et la cultiver et innover beaucoup pour pouvoir rester un peu dans le combat, on va dire.
Super. Et du coup, pour vous lancer, ce qui vous a poussé aussi à sauter le pas, c'était notamment un appel à projet, quelque chose du nom de Spark, si je me souviens bien. C'est ça. Donc l'année dernière, on a eu la chance. Alors, on avait commencé quand on a développé ces nouveaux solvants. On a eu pas mal de touches d'industriels qui sont venus nous contacter, qui continuent d'ailleurs. Et on s'est dit, on tient quelque chose d'intéressant. Donc on a contacté notre cellule Valo. On a fait ce qu'on appelle une déclaration d'invention. Puis après, on a été très rapidement aidé par la cellule de maturation qui s'appelle Cevalo ici. Et Cevalo, très rapidement, ils ont dit il y a quelque chose qui est mis en place au niveau régional qui pourrait être intéressant pour vous. Alors, vous êtes sur de la cosmétique, c'est plutôt pour le biomédicament, mais tentez votre chance. C'était l'appel à projet Spark. Donc, Spark, c'est un atelier, donc on a déposé le projet Nadex, et on a été lauréat. Et c'est un projet où on avait vraiment un coaching avec des coachs spécialisés. Oui, c'est ça, comment s'est passé un peu l'accompagnement autour de... Ça. Ils nous ont bien aidés. Alors là, c'était un plongeon dans un monde qu'on ne connaissait absolument pas. C'est sûr que on apprenait tout le temps. On est monté en compétences rapidement. On n'avait pas le choix. On avait des devoirs à rendre et tout. Mais c'est vraiment un monde où la communication, la façon d'appréhender les choses est très différente. Et c'est intéressant. Ça vous pousse un peu dans vos retranchements. Puisque des fois, quand on est chercheur, on a une certaine façon d'envisager les choses, un peu trop carrée, nous disent-ils, pour l'entrepreneuriat, où il faut être un petit peu plus multiforme, dirons-nous. Oui. Et c'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Le coach était vraiment super. Julien de l'entreprise Aspita Pixida était vraiment bien. Ils nous ont aidés à faire le BMC, à nous poser plein de questions. Ça nous a un peu aidé à maturer le projet. Oui. Et à avancer dessus. Pour l'instant, on est encore en train de réfléchir, mais ça, c'est un autre problème. J'avais une question qui est très, très pragmatique par rapport... Du coup, vous avez vraiment, comme on a eu avec Isabelle, cette double casquette, être à la fois dans le laboratoire et essayer de propulser ce projet Nadex au plus loin. Comment ça se passe un peu tous les jours, la gestion entre les deux, voilà, pour rassurer aussi alors ça se fait, ça demande du temps par contre, faut pas, je vais pas mentir. Là en ce moment, si c'est encore un petit peu en stand-by, on sait pas trop. On a une doctorante qui était au départ dans le projet, qui a préféré, qui a eu une opportunité dans le privé, qui est partie dans le privé. Donc on a quelque part perdu notre responsable R&D, donc on est en train de revoir. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'investissement, faut être sûr de vouloir se lancer. Néanmoins, c'est intéressant. Et là, moi, ce qui bloque un peu, je le reconnais tout de suite, c'est mon temps. C'est mon temps qui est difficile parce que du coup, qu'on a perdu un membre, l'investissement qui m'est demandé est beaucoup plus important que ce qui était prévu au départ. Et quand on est enseignant, chercheur, et qu'on fait, moi, je suis chef de service d'enseignement, je suis responsable de formation aussi. On est en plus en ce moment dans les évaluations dans tout genre. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer de front. Et là, pour l'instant, ce que j'ai mis un peu entre parenthèses, c'est ce projet-là parce que j'ai pas de deadline en fait. Et c'est ça la difficulté, et je le rends compte. Je procrastine là-dessus parce que j'ai pas de deadline. Alors que tant qu'on était dans le Spark, on avait des deadlines, on avait des choses. Ça, c'est une machine qui tourne. Voilà, ça s'oblige à ne pas laisser ça sur le côté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, et pour lequel il va falloir que je travaille un peu. D'où l'importance de l'accompagnement et de ce qu'on a, ce dialogue entre ces deux mondes, puisque c'est vrai qu'en tant que chercheur et chercheuse, on connaît mal ces écosystèmes-là, et ça nous permet de voir un peu comment mettre un pied dedans. Parce qu'il y a en fait une palette de leviers. En fait, il y en a même trop, et à la fin, on ne sait plus lequel serait le plus souhaitable. Et c'est là où les équipes de Cevalo et tout ça nous aident pas mal, parce que nous, on ne saurait pas quoi faire, en fait, clairement. Merci beaucoup, en tout cas, merci Leslie, vous pour ce témoignage, pour cet éclairage sur votre histoire et votre parcours.